Bonjour à tous, ici David Ornus. Je vous propose aujourd'hui un petit podcast sur une thématique qui me tient particulièrement à cœur, comment faire face aux situations de violence. Alors j'ai intitulé ce podcast Faire face aux situations de violence, détection et tactique de désescalade. Ce podcast va s'articuler autour de 7 thématiques, 7 parties. Tout d'abord, comment fonctionne notre cerveau. En deuxième partie, qu'est-ce que le conflit. Ensuite, décrypter la personnalité et prévenir le conflit. En quatrième partie, désamorcer, prévenir l'agression. En partie 5, je ferai un rapide rappel de ce qu'est la méthode Cairo. En partie 6, je vous donnerai quelques clés pour rompre le cycle de la violence. Et enfin, en dernière partie, je vous donnerai quand même quelques clés pour réagir et faire face en situation de danger. Alors, comment fonctionne notre cerveau? Le cerveau est composé de 3 parties distinctes interconnectées, que sont le cerveau reptilien en son centre, qui est le cerveau le plus ancestral, on va dire, ensuite le néocortex et le cerveau limbique. Chacune de ces parties a des responsabilités, des programmations qui lui sont propres. Le cerveau reptilien, c'est ce que l'on appelle le cerveau guerrier. C'est le siège des comportements de survie. Il n'est pas programmé pour raisonner de manière abstraite. Il est responsable des besoins vitaux, tels que combattre, fuir, la colère ou la peur. Il gère le non-verbal et réagit seulement aux stimuli viscéraux. En situation de stress, de colère intense, de peur ou de danger imminent, l'instinct grégaire du cerveau reptilien, dont la seule fonction est survivre, aura toujours tendance à prendre le dessus et à court-circuiter le cerveau dit analytique qui lui résonne. Le professeur Vincent nous dit: les comportements que génère le cerveau reptilien sont automatiques et invariables. Ils n'offrent aucune possibilité d'adaptation lors des changements survenus dans l'environnement. C'est un acte réflexe que votre cerveau reptilien va déclencher. Dans ce cerveau reptilien va venir s'agréger, s'agglomérer, vont venir se figer des souvenirs de stress intense que l'on appelle des traumas. En cas de peur intense, de terreur, une énergie liée à l'instinct de survie va se mettre en œuvre, c'est ce qu'on appelle le stress. Il est déclenché par un certain nombre de phénomènes sur lesquels je ne vais pas revenir ici. Si cette énergie n'est pas déchargée sur le moment par une stratégie de fuite, de combat ou a posteriori par une thérapie, elle reste figée, créant ainsi une mémoire du trauma qui va se transformer, qui peut se transformer avec le temps en syndrome de stress post-traumatique et avoir une résurgence, une reviviscence. L'intensité de l'énergie, appelée stress non déchargé, va se lier au niveau limbique à l'état émotionnel qu'elle a suscité à l'origine, peur, colère, panique, impuissance, et rester mémorisée dans notre système nerveux, nous rendant otages de nos émotions. Chaque émotion par la suite qui sera similaire à l'émotion d'origine déclenchera alors les mêmes réactions. Le cerveau limbique, lui, c'est le système qui gère les émotions et les sentiments, tels que peur, colère, tristesse, dégoût. Même si nous nous sentons parfois débordés par une émotion intense, la vérité est que nous ne pouvons pas vivre sans elle. Les émotions font partie intégrante de notre système cognitif. Le système limbique, qu'on appelle aussi le cerveau paléo-mammalien, est le cerveau que nous partageons avec les mammifères. Il gère les émotions et les sentiments. Il est le lieu aussi de la subjectivité, c'est-à-dire le caractère de ce qui appartient au sujet, à l'individu seul, et de l'intersubjectivité, c'est-à-dire la relation entre deux sujets, deux personnes. C'est aussi l'état central qu'il nous propose, qui est notre vision du monde à l'instant T avec notre système de valeurs. Enfin, le néocortex, c'est ce qu'on appelle le cerveau pacifique. C'est le cerveau de l'anticipation qui est capable de choisir la réponse à une stimulation en fonction de ce qu'elle sera et au su de ce qu'elle a pu être. C'est le cerveau le plus évolué, c'est celui de l'intelligence qui gère les aspects cognitifs, affectifs et sociaux de notre être. En résumé, grossièrement, 3 parties dans notre cerveau. Le cerveau reptilien, survie, qui gère l'inconscient acquis. Le cerveau limbique, qui gère nos émotions, c'est l'inconscient acquis aussi. Et le néocortex, qui analyse le conscient. Pour aller plus loin, il est nécessaire
d'évoquer l'amygdale et son rôle stratégique. L'amygdale est une petite structure de la taille d'une amande qui fait partie du système limbique et se trouve en son centre. Lorsqu'elle s'active, elle occulte toutes les autres fonctions raisonnées et c'est notre instinct primaire qui prend le dessus et qui s'exprime. Souvent, nous laissons notre système limbique et notre cerveau reptilien mener la danse et nous enfermer dans un cycle répétitif de violence ou de colère. Que se passe-t-il lorsque l'on a ce que l'on appelle le court-circuit de l'amygdale? C'est une théorie développée par le docteur Daniel Goleman, qui nous explique que le réflexe de survie du cerveau reptilien que l'on appelle fight or fly, c'est-à-dire se battre ou s'enfuir, lorsque ce réflexe est activé, plus les émotions du système limbique qui vont venir submerger notre inconscient, cela nous fait littéralement ce que l'on appelle péter les plombs. Le pétage de plomb, la perte de son sang-froid, c'est lorsque le cerveau limbique et l'amygdale court-circuitent nos pensées raisonnées et nous rendent ainsi otages de nos émotions. Cela génère généralement une altération du discernement temporaire, plus ou moins temporaire en tous les cas. Il est possible, en remettant au centre de notre réflexion, de notre raisonnement à l'instant où nous avons un court-circuit, si nous mettons au centre le néocortex et nous essayons de raisonner, il est possible, avec un petit peu de travail et d'entraînement, de gérer les émotions qui nous assaillent et kidnappent notre raisonnement en une spirale violente et de reconnaître, nommer et verbaliser nos émotions pour les décharger avant qu'elles ne viennent submerger l'amygdale et du coup nous faire péter un plomb. Voilà quelques éléments qui permettent d'entrer en matière sur comment est-ce que l'on peut prévenir et reconnaître la violence verbale ou physique qui peut nous arriver et nous exposer à la figure. Cette violence, physique ou verbale, elle arrive généralement dans le cadre d'un conflit. Alors qu'est-ce qu'un conflit? Le conflit, c'est un désaccord dans lequel les personnes impliquées voient une menace à leurs besoins, à leurs intérêts ou leurs inquiétudes, ou des inquiétudes. Il y a un élément clé dans le conflit, c'est que chaque personne a une perception, un point de vue différent d'une situation donnée selon le temps, la place, la culture et une fois de plus son système de valeurs. Nous avons tous eu affaire au conflit, par des mots, par des blessures, par des actions menées contre nous ou que nous avons nous-mêmes menées. Le conflit est dans la nature humaine, il ne faut pas en avoir peur. Cependant, il est essentiel d'avoir à l'esprit que le conflit n'a pas à être destructeur. Le conflit peut aussi naître d'une situation de crise. La crise, c'est lorsque des menaces vont se confronter à des opportunités ou que des opportunités vont régénérer des menaces. Le changement crée la menace, mais aussi la découverte de nouvelles opportunités. L'angoisse, l'anxiété générée par cette confrontation peut déclencher une peur panique qui va conduire à une réaction violente. La crise peut aussi être aggravée par des facteurs de complexité. Le facteur complexe d'une crise va en aggraver la portée, car il n'y a souvent pas une cause unique à la crise, et la crise a de multiples conséquences sur notre environnement, financier, émotionnel, souffrance physique, psychologique, etc. Quelles sont les sources de conflits auxquelles nous avons pu être confrontés, soit dans notre vie personnelle, familiale ou professionnelle? Le retard, des attentes, des bruits, des pollutions sonores, des odeurs, des pollutions olfactives, le froid, la pluie, un agacement généré depuis le départ lorsqu'on est parti de chez soi le matin, une prise de tête avec ses enfants ou avec son conjoint, un refus de priorité entre conducteurs, ou des incompréhensions culturelles, voire des insultes selon les situations. Beaucoup de choses peuvent être source de conflits. Il faut dès lors être attentif sur les causes et les sources du conflit pour être prêt à appliquer les concepts de désescalade. Le conflit a généralement des éléments déclencheurs. Les éléments déclencheurs ou l'élément déclencheur est un élément perçu comme une menace par un individu. Il est générateur de peur, la personne se sent menacée ou pense qu'elle va perdre quelque chose de valeur, temps, argent, rémunération, mais aussi estime de soi, statut social ou fierté. L'élément peut être aussi, l'élément déclencheur peut être générateur de frustration, les besoins d'une personne ne sont pas comblés. Une personne menacée peut devenir conflictuelle et agressive, il faut donc être vigilant
pour déterminer si une personne est victime d'un facteur déclenchant. La vigilance permet de désamorcer une situation. Il ne faut pas oublier que chaque individu a ancré au fond de son cerveau reptilien 6 peurs primaires qui vont être sujets à créer du conflit et de la tension. D'abord, l'inconnu. Ensuite, la perte de contrôle et de pouvoir. Puis le rejet, la solitude, enfin l'échec et in fine la mort. Ces 6 peurs primaires doivent absolument être connues pour pouvoir anticiper une réaction conflictuelle. Enfin, le conflit peut être amplifié par un certain nombre d'éléments, tels que des problèmes personnels, le stress, l'alcool, la drogue, des incompréhensions, des frustrations entre clients, fournisseurs, patrons, conjoints, ou de la colère déclenchée par un événement antérieur à la crise. Les agressions en cas de conflit peuvent être de plusieurs natures. L'agression, le conflit, peut être verbal, physique, à l'aide d'un outil. Intéressez-vous peut-être dans votre vécu au type de conflit auquel vous avez été confronté. Pouvez-vous revenir à l'origine et peut-être identifier les éléments déclencheurs? Une bousculade dans un bus, le refus d'une priorité, un passage à un feu orange, quelqu'un qui vous passe devant dans une file d'attente au supermarché. Quelle a été votre posture et votre réponse verbale, non verbale? Et pouvez-vous critiquer, débriefer avec peut-être quelqu'un qui vous connaît? Quelle a été votre réaction et quelle aurait pu être votre réaction pour limiter les effets d'une agressivité qui a peut-être dégénéré en conflit? Pour prévenir le conflit, il est parfois essentiel aussi de savoir décrypter les personnes. Pour ceux qui nous écoutent, je vous propose de vous intéresser à un certain nombre d'outils qui peuvent, lorsqu'on les applique, nous permettre de décrypter les personnalités qui peuvent être à problème. Notamment la méthode DISC, D-I-S-C, qui permet d'analyser et de comprendre les comportements humains. Cette méthodologie est en fait, se décline sous la forme d'un disque et a été créée par un psychologue américain dans les années 1930 qui s'appelait M. Marston. Selon lui, on peut découper un disque en 4 quarts qui vont représenter 4 couleurs, bleu, rouge, jaune et vert. Et avec un questionnaire que je vous invite à faire pour vous-même, pour vos proches, pour mieux comprendre comment vous réagissez et quelle est votre personnalité, vous allez déterminer votre personnalité. Les bleus sont des personnes à tendance introvertie, peut-être rigides, centrées sur les tâches, notamment en conformité et consciencieux. Ils sont précis, rigoureux, prudents, structurés, réfléchis, objectifs, critiques. Typiquement, sans jugement de valeur, l'expert comptable. Le vert est une personne qui sera à une tendance vers l'harmonie, tendance introvertie et souple, centrée sur les personnes, relativement stable. On la définit comme patient, doux, méthodique, posé, à l'écoute, tolérant et stable. Ce sont parfois des artistes. Vous avez le troisième quart qui, lui, sera déterminé par la couleur jaune, qui représente les personnes à tendance extravertie, souples et centrées sur les autres, qui peuvent être influents. Les jaunes sont généralement liés au plaisir. Ils ont un tempérament positif, ils sont sociables, loquaces, enthousiastes, influents, animés et inspirés. Ce sont généralement des communicants. Le rouge représente les personnes à tendance extravertie et rigide, centrées sur les tâches qui ont une caractéristique de dominant. Ils sont tournés vers l'action. Ils sont considérés comme vifs, efficaces, directifs, fonceurs, décidés, directs et indépendants. Attention, la méthode DISC nous explique que nous sommes tous avec au moins 2 couleurs. Nous ne sommes pas que rouges. Nous pouvons être rouge et jaune, rouge et bleu, rouge et vert et rouge, vert et bleu. En revanche, certaines personnes peuvent être ce que l'on appelle rouge-rouge et sont généralement des personnes à forte tempérament dominante, pouvant être éventuellement avec une faiblesse concernant la capacité à être un harceleur. Deuxième outil très intéressant qu'il convient de connaître ou de découvrir, qui est l'énéagramme, qui vient du grec 9 signes et qui désigne une typologie de personnalité qui décrit 9 points de vue sur le monde et sur les autres et 9 manières d'envisager les relations, les actions ou les raisonnements.
Ces 9 signes ces 9 typologies, sont dans 3 grands corps de couleurs, jaune, bleu et rouge, qui vont du leader, médiateur, perfectionniste, altruiste, battant, romantique, observateur, loyaliste, épicurien. Je ne vais pas vous faire aujourd'hui une description ou une explication de l'énéagramme, mais je vous sensibilise juste à son existence et vous invite, si ça vous intéresse, à regarder entre les podcasts, les vidéos sur YouTube et sur Internet. Vous avez un certain nombre de sources qui vous expliquent comment s'en servir et qu'est-ce qu'il faut mettre en place pour arriver à le maîtriser un minimum. C'est très intéressant pour arriver à décrypter les personnes. Ensuite, j'aime beaucoup rappeler aux gens que vous avez 5 sens et que vous avez des yeux, des oreilles, une bouche, un nez. Et qu'en fait, vous avez ce que l'on appelle le pouvoir du VACOG. VACOG, V-A-K-O-G, pour visuel, auditif, kinesthésique, olfactif et gustatif. Utilisez vos yeux pour voir et observer. Devenez visuel. Utilisez vos oreilles pour écouter. Mettez en place vos sens auditifs. Utilisez vos mains pour toucher ou pour ressentir, le kinesthésique. Et utilisez votre bouche pour questionner, parler, reconnaître, mais également pour goûter. N'oubliez pas ces 2 sens que sont le sens olfactif et gustatif. Lorsque vous êtes confronté à des personnes qui peuvent être toxiques, dans un bus, dans le métro, à une conférence, à une réunion, certains d'entre vous peuvent avoir des répercussions kinesthésiques en sentant au niveau du plexus solaire une gêne. Votre cerveau vous parle, vous devez appréhender cette gêne comme étant un signal. Certaines personnes, au contact de personnes toxiques ou agressives ou violentes, vont avoir peut-être des acouphènes ou des sentiments de sifflement dans les oreilles, ou un mauvais goût dans la bouche, ou sentir une mauvaise odeur parce qu'un parfum va les déranger. Lorsque vous avez ce type de ressenti, c'est que votre cerveau vous parle et que, pour schématiser un peu, le cadre de valeur de la personne en face de vous n'est pas le vôtre et que votre cerveau l'a perçu avant même que vos yeux ou vos oreilles s'en rendent compte. Il faut donc être à l'affût de ce genre de signal qui en fait sont plus des signaux forts que des signaux faibles. Des signaux forts plutôt que des signaux faibles. Avec vos yeux, n'hésitez pas non plus à être à l'affût des signaux faibles ou forts, des expressions corporelles et des micro-expressions faciales. Une gêne, un tic, un grincement de dents, un nez tordu, un œil qui cligne, un grattement d'oreille. Tous ces micro-signes vous envoient un message de votre interlocuteur. À vous de savoir l'interpréter et de savoir s'il est positif, négatif, ou le signe peut-être avant-coureur d'une posture d'agressivité ou de conflit. Les micro-expressions faciales peuvent être complétées par les expressions corporelles. Changement de ton, de volume, de rythme dans la voix, cri, hurlement. Une respiration qui s'accélère, ou des inspirations qui dénotent une exaspération. Une sudation, un tremblement des lèvres, de la voix, des mains. Une agitation, telle que le tapement des doigts, ou une déambulation, vont être synonymes d'une agitation et d'une frénésie. Le serrement des poings, les jointures qui craquent, les mâchoires serrées, les mains dans la poche ou dans le dos peuvent aussi être des signes d'une agressivité ou d'une agression latente. Les gestes et comportements parasites tels que les mouvements des bras circulaires en l'air, exprimant la frustration ou l'impuissance. Une nervosité faciale, verbale. Attention à la rupture du contact visuel. Le regard évasif est parfois synonyme d'un passage à l'acte de l'agressivité ou de l'agression. Les bras croisés. La position du coq, torse bombé, bras sur le côté, est une posture de défi. Le refus de se soumettre aux règles est aussi généralement décryptable, identifiable par les postures corporelles. Soyez aussi attentifs aux postures, à contrario, apathiques, fatalistes ou recroquevillées qui peuvent vous faire identifier soit un trauma, soit quelqu'un qui a subi ou été victime d'une agression physique, verbale, sexuelle ou autre. Alors, dans ces cas-là, comment désamorcer et prévenir l'agression pour essayer d'éviter le conflit ou l'agressivité verbale et physique? Désamorcer, en anglais, se dit to diffuse. C'est vraiment désamorcer, comme désamorcer une mine. Désamorcer, c'est lorsque nous utilisons nos capacités de communication pour calmer une personne en colère, hors d'elle ou avec un comportement agressif qui pourrait engendrer la violence. Il faut tenter
de mettre en œuvre des processus de désescalade pour réduire le risque de violence dès qu'un conflit commence à s'intensifier. Dès qu'une interaction tourne en confrontation, il faut mettre en œuvre les techniques de désescalade pour garder le contrôle et réduire ou empêcher la violence. N'oubliez pas que notre façon de communiquer et d'interagir avec les autres peuvent aider à désamorcer le conflit. La communication est globale. Le langage du corps, le ton de la voix et le choix des mots, ces trois aspects doivent se combiner dans toutes les communications et représentent le message global que vous envoyez et qui est perçu par l'autre. Ils se combinent avec notre comportement et notre posture. Ils peuvent être déterminants dans l'escalade ou la désescalade d'un conflit. La communication globale, c'est 7% de mots, 5%, 55% de mouvements du corps, des bras et du visage, et 38% de la voix, le ton de la voix, la modulation et la vitesse. Souvent, il est recommandé d'avoir ce que j'appelle l'effet Top Gun. Il faut toujours faire une première bonne impression en ayant, comme Maverick dans Top Gun, un superbe sourire avec les dents, afin que la personne en face de vous sache qu'elle a affaire à quelqu'un d'aimable. Cette première bonne impression que j'appelle l'effet Top Gun a lieu et doit avoir lieu dès les premières secondes d'interaction. Elle est instantanée. Elle est basée sur l'apparence, le langage corporel, le comportement et les bonnes manières. Accueillir avec chaleur et sourire, avoir un eye contact, un contact avec les yeux, est fondamental pour créer une connexion. Cette gestuelle fait appel à la neuroscience et à ce que l'on appelle les neurones miroirs. Et c'est par effet miroir que si vous souriez à quelqu'un dans la première interaction, l'autre personne en face va instinctivement, normalement vous sourire. Si elle ne sourit pas, c'est qu'il y a d'ores et déjà une problématique et une relation conflictuelle en devenir. Comment connecter et entrer en relation? Mes camarades du GIGN ont développé une méthode qui s'appelle RECA, R-E-C-A. R pour respecter, pas d'humiliation. L'humiliation conduit forcément à la rébellion ou à la désobéissance. Maintenir une attention visuelle, ne pas couper la parole et utiliser des silences pour laisser à l'autre le temps de parler. Le E pour écouter, qui permet de prendre en compte les demandes ou les reproches, qui permet aussi de faire l'effet miroir en répétant, qui permet de faire des signes d'encouragement. Et il ne faut jamais oublier que dans un conflit naissant, il faut écouter pour comprendre. Le C pour comprendre. Pour comprendre, il faut questionner, répéter calmement avec clarté, faire preuve d'empathie. Et le A pour aider ou accompagner, désigner un endroit, un siège, le bureau, afin de montrer à l'autre que l'on est là pour trouver une solution. Généralement, pour connecter et entrer en relation avec l'autre, il faut éviter de toucher, cela peut être contre-productif. Mais, selon la situation, toucher le bras pour accompagner peut permettre de créer le contact. Il est important, lorsque l'on est en interaction avec l'autre, d'identifier ses émotions. Il faut s'efforcer de prendre en compte et de désamorcer les sentiments et émotions négatives, afin de désamorcer l'amygdale, comme nous l'avons vu, siège des surcharges émotionnelles violentes. Il faut valoriser et mettre en avant les émotions positives que nous repérons. Il faut utiliser sa curiosité, voire la déférence, l'empathie, l'influence et la connexion pour construire le meilleur deal possible ou acceptable pour les deux parties, afin d'obtenir ce que l'on appelle un accord content-content. Attention à ce que l'on appelle le mistigris, le pouilleux, pour ceux qui jouent aux cartes il y a une trentaine d'années. Il y a parfois, dans le rapport à l'autre, en situation de conflit, une information que l'on ne connaît pas et que l'on va peut-être découvrir au fur et à mesure du conflit ou de la discussion. Dans tous les cas de figure, afin de prévenir la violence, il faut être en vigilance situationnelle. Il faut savoir ce qui se passe autour de nous, analyser l'environnement et repérer les changements ou les menaces. La vigilance situationnelle permet d'aider à identifier, reconnaître et lire les indicateurs de problème, de personnalité à problème. Cette vigilance situationnelle permet d'être conscient de son propre état émotionnel, de garder son sang-froid et son self-control et d'être résistant à la provocation. Elle permet, en outre, de prendre du recul, d'analyser la situation de manière non émotionnelle et de répondre à l'autre, en situation de conflit, de manière proactive, anticipée,
pour obtenir le meilleur résultat. Votre façon d'évaluer et de prendre en compte une situation potentiellement un problème peut faire la différence entre un très bon jour ou un très mauvais jour. Il est donc important d'être en situation de vigilance situationnelle en tout temps, dès lors que l'on est en interconnexion avec les autres. Je vais rapidement vous présenter ce que l'on appelle la méthode Cairo. Le stress peut générer des émotions imprévisibles et parfois nous conduire à une réaction inappropriée qui ne va faire qu'amplifier la situation. Gérer les situations conflictuelles et violentes est un pari. Il n'y a pas de recette miracle, mais il peut y avoir des solutions et il y a un processus qui permet de mettre en œuvre des éléments afin de gérer la situation conflictuelle et de revenir au calme. Tout d'abord, dans la méthode Cairo, C-A-I-R-O, le C représente le calme. Si la voix s'élève, il faut répondre différemment, sur le ton neutre pour désamorcer l'agressivité de l'autre. Cela permet de rester calme et de surveiller la situation pour d'autres situations et même trouver une échappatoire. Ensuite, il faut être assertif. Si le ton de notre voix et notre langage corporel nous trahissent, nous avons naturellement tendance à utiliser un ton parental, c'est-à-dire agressif, pour contrôler une situation qui peut potentiellement dégénérer. Mieux vaudrait utiliser un ton de confidence neutre, permettant de stabiliser une altercation. Trouver une voie médiane entre agressif et passif, faire comprendre à l'autre qu'on n'a pas peur mais qu'on ne va pas attaquer. C'est ce que mes camarades du GIGN, négociateurs, appellent être ni hérisson, ni paillasson. Ni hérisson, je ne mets pas en colère, ni paillasson, je ne me laisse pas faire. J'envoie un message clair. Plus on est assertif, plus on est clair, plus l'autre va comprendre le message. C pour calme, A pour assertif, I pour informatif. Informer afin que les autres autour de nous dans l'environnement sachent qu'il se passe quelque chose, en utilisant un ton de voix non agressif et éventuellement en ne donnant pas d'ordre. En cas de tension, évoquez ce que vous auriez à faire s'il continue dans cette voie. Je ne serai pas capable de vous aider tant que vous aurez ce comportement, plutôt que calmez-vous ou je ne vous aiderai pas. Parfois, il suffit juste de fournir de l'information pour pouvoir désamorcer une situation. Ensuite, le R de Cairo signifie renvoyer, utiliser les neurones miroirs. Laissez parler, confirmer que vous avez entendu, compris, puis reconnaître leurs sentiments en utilisant l'écoute active ou en reformulant, du type « Je comprends votre colère car vous serez en retard » ou « Je vais faire de mon mieux pour que vous rattrapiez ce retard ». Utilisez aussi un ancrage temporel ou une question ouverte lorsque on en a la présence d'esprit. Que s'est-il passé depuis votre arrivée ce matin? Comment en sommes-nous arrivés là? Qu'est-ce qui a pu nous conduire à cette situation? Et laissez l'autre parler. Le O de la méthode Cairo signifie être ouvert. Laissez l'autre s'ouvrir et exprimer son état émotionnel et son état d'esprit. Parfois, l'être humain veut juste attirer l'attention sur lui pour être vu et entendu, même de manière négative. Lorsque l'on le peut, poser des questions ouvertes peut permettre d'interrompre le cycle de la violence. Que se passe-t-il? Ou tout simplement, comment allez-vous aujourd'hui? Attention, on ne cherche pas à se faire des amis, juste à éviter une situation conflictuelle. Lorsque la situation conflictuelle est avérée, comment rompre le cycle de la violence? De nouveau, les hommes du groupe d'intervention de la Gendarmerie nationale ont développé un processus qui permet de mettre en place une tentative d'interruption du cycle de la violence par les prémices qui sont les suivants. Tout d'abord, essayer de se calmer en ayant une respiration un petit peu forcée afin d'oxygéner son corps. Lorsqu'on a le temps et que la situation le permet, ne pas hésiter à faire en amont d'une situation complexe un petit peu de cohérence cardiaque. Ensuite, agir en homme de raison, mais raisonner en homme d'action. Attention à ne pas vous mettre sur la défensive. Faire une connexion personnelle. Bonjour, comment vous appelez-vous? Quel est votre nom? À qui ai-je affaire? Et projeter la discussion dans le futur. Qu'allez-vous faire demain? Quelle est votre prochaine destination? Ensuite, pour rompre le cycle de la violence, il faut aussi savoir connaître et gérer la distance qu'on appelle l'art de la proxémie. Vous pouvez imaginer une bulle autour de vous, ou plutôt
un certain nombre de bulles autour de vous, comme si vous étiez le centre d'une cible. Le centre de cette cible, personne, à part vos intimes, ne peut l'approcher. La sphère intime, c'est 50 centimètres. La sphère personnelle, c'est de 50 centimètres à 1 mètre. La sphère sociale, c'est de 1 mètre à 4 mètres. La sphère publique, pour les hommes politiques, c'est 4 mètres et plus. À vous de savoir gérer cette proxémie et de ne pas laisser rentrer des gens complexes, toxiques ou éventuellement agressifs dans votre sphère d'intimité, parce que là, une fois que les gens sont à moins de 50 centimètres de votre visage, l'agression verbale ou physique est possible et sera violente. N'hésitez pas à connaître, découvrir et mettre en œuvre les processus d'analyse transactionnelle. Identifiez votre contrepartie et essayez de déterminer s'il vous parle sur le mode enfant, parent ou adulte. En situation de crise et de conflit, il faut essayer de faire appel à la posture adulte pour traiter d'adulte à adulte et de ne pas traiter en parent alimentant ou en enfant recevant. Parent nourricier et enfant qui reçoit et qui n'a pas d'autre choix que d'écouter l'ordre de ses parents. Vous pouvez aussi connaître ce que l'on appelle le triangle dramatique, qui permet d'identifier 3 types de postures dans le conflit: la victime, le persécuteur ou le sauveteur. Ce triangle dramatique, qu'on appelle aussi triangle de Karpman, identifie ces 3 postures déclinées de la manière suivante. La victime, elle, dit « Oh, pauvre de moi, j'abandonne, je ne sais rien faire ». Le sauveur va instinctivement dire « Tu as besoin d'aide, je vais t'aider », même si la victime n'a pas besoin d'aide et ne l'a pas demandé. Le persécuteur, quant à lui, va toujours dire « C'est de ta faute, fais ce que je te dis ». C'est le triangle de l'immaturité, il n'y a pas d'espace pour une relation d'adulte à adulte. Le sauveteur ne peut s'empêcher d'aider, le persécuteur critique, ironise et dévalorise, la victime subit, se plaint et s'apitoie sur elle-même et sur son sort. Pour sortir du triangle dramatique, il faut en prendre conscience. Il faut créer une rupture, reconnecter en cherchant l'objectif commun partagé. Il faut rentrer dans une posture coopérative, collaborative. La victime doit devenir survivant. Le sauveur, lui, doit devenir coach et enseignant. Le persécuteur doit devenir le leader coopératif et inspirant. Dans le conflit, il faut aussi éviter le tu qui tue. Il faut être très attentif lorsqu'on est en situation de conflit verbal avec son conjoint, ses enfants, un collaborateur ou même un chef, ou lors d'une dispute dans un bus, dans un métro, à l'utilisation du tu. Le tu tue. Enfin, pour gérer les situations les plus compliquées, le GIGN, encore une fois, a mis en place 6 étapes pour gérer les profils difficiles. La première étape, si on n'a pas pu fuir et qu'on est condamné à écouter la diatribe verbale de l'autre, c'est d'écouter. Ensuite, éventuellement, en fonction de ce qui s'est passé, ne pas hésiter à reconnaître sa part de responsabilité, si tant est qu'on en a une. Parfois, même si on n'en a pas et que l'autre pense qu'on en a une, peut-être tenter de la reconnaître. Reconnaître les sentiments de l'autre. J'entends, je comprends, je vois. Je vois que vous êtes en colère, je comprends votre anxiété, votre inquiétude, j'ai perçu votre agacement. Reformuler et répéter parfois les derniers mots, les dernières phrases qui ont été dites pour que l'autre continue à décharger sa frustration, sa colère et sa violence. Et ensuite, quand on le peut, réfléchir et rentrer dans une dynamique de proposition. Puis-je vous proposer de que pensez-vous si nous allions faire? Prendre un café, nous asseoir, réfléchir à la situation, pour essayer de faire redescendre la tension. Pour faire redescendre la tension, on peut aussi entrer dans ce que Christopher Voss, ancien négociateur du FBI, appelle l'empathie tactique. Il décline l'empathie tactique par l'écoute active, l'isopraxie, l'utilisation de la voix, l'étiquetage et l'illusion de contrôle. L'écoute active consiste à poser des questions ouvertes et à utiliser des pauses. Le silence est une arme de destruction massive. Il faut savoir se taire pour écouter l'autre et le laisser décharger. Ne pas hésiter dans l'écoute active à fournir un minimum d'encouragement tel que ok, je comprends. Et ne pas hésiter à relancer en répétant le ou les derniers mots, la dernière phrase. Mener des silences dynamiques. Le silence, je le répète, est une arme de destruction massive.
l'individu ne supporte pas les silences. Si vous arrivez à vous taire suffisamment longtemps, l'autre va meubler ce silence et vous donner des informations parfois capitales sur sa situation et sur son état psychologique. Paraphrasez en répétant avec d'autres mots. N'hésitez pas non plus à synthétiser et à résumer. L'idéal étant, lorsque vous synthétisez et résumez, que l'autre partie puisse répondre « c'est ça », de sorte qu'elle comprenne que vous avez compris son problème. L'isopraxie, c'est c'est quelque chose que les personnes adorent faire. Ça active les neurones miroirs, c'est ce qu'on appelle être mirroring, c'est le mirroring, c'est-à-dire de manière discrète et intelligente, répéter les mêmes mouvements, les mêmes gestuels que la partie qui est en face de vous, de sorte que les neurones miroirs vont appréhender que vous êtes en phase de communication. Ensuite, vous pouvez utiliser votre voix. Christopher Voss identifie 3 tonalités et 2 inflexions. 3 tonalités qui sont l'assertivité, qui dans une dynamique de conflit est contre-productive, le ton accommodant pour 80% du temps, et Christopher Voss le fait très bien, il aime beaucoup la voix du DJ de Jazz FM le soir, qu'il estime être à 10 à 20% du ton. Ensuite, il utilise 2 inflexions, l'interrogative, qui est celle par défaut, comme lorsque l'on pose une question, et la déclarative, comme lorsque l'on énonce un fait. En plus d'un état d'esprit collaboratif et positif, il est aussi nécessaire de savoir utiliser à son avantage le son de sa voix. La voix doit inspirer à votre contrepartie les mêmes sentiments et émotions que vous ressentez et activer chez lui une réponse empathique de ses neurones miroirs. Dans l'empathie tactique, vous avez ce que Christopher Voss appelle l'étiquetage, qui signifie reconnaître les émotions de l'autre et lui signifier que vous l'avez reconnu, en verbalisant des mots tels que « je comprends »,« j'entends »,« je vois » et « je sens ». Vous comprenez, vous agissez sur le sens cognitif. Lorsque vous dites que vous entendez, vous faites référence à vos oreilles. Vous êtes donc la contrepartie ou vous-même en posture auditive. Lorsque vous dites je vois, vous êtes visuel. Et lorsque vous dites je sens, vous êtes kinesthésique. Ou éventuellement olfactif. Il faut étiqueter les émotions, c'est-à-dire verbaliser l'empathie et mettre un nom sur l'émotion de l'autre, s'il sent de la colère, s'il reflète la tristesse, s'il reflète la méchanceté, la jalousie, il faut que vous soyez capable de verbaliser ce que vous ressentez. Ne pas hésiter, pour bien comprendre les émotions, à jeter un œil sur ce qu'on appelle la roue des émotions, qui définit 6 grandes émotions. La peur, le dégoût, la tristesse, la colère, la honte et la joie. Enfin, selon Christopher Voss, qui a écrit un ouvrage extrêmement intéressant qui s'appelle « Ne coupez pas la poire en deux », en anglais « Never split the difference », il faut essayer de créer l'illusion de contrôle. L'illusion de contrôle est extrêmement puissante. Elle s'obtient lorsque l'on pose des questions calibrées, du type « Comment puis-je vous aider ? Comment voulez-vous que je fasse ? Comment je suis supposé réagir à ça ? Que puis-je faire pour vous aider ?» Et ensuite, il faut laisser l'autre partie vous donner sa réponse. L'autre partie, en donnant son élément de réponse, va avoir l'illusion de contrôle puisqu'elle va vous donner sa réponse. Ensuite, pour rompre le cycle de la violence, si vous n'êtes pas arrivé à mettre en œuvre toutes ces tactiques ou que malgré elles, la violence est en train d'arriver, n'hésitez pas à avoir ce que l'on appelle un interrupteur d'intention qui consiste tout d'un coup à dire stop, ça suffit, maintenant on s'arrête. Soit vous partez et vous fuyez, soit vous reprenez une phrase plus normale en disant si vous souhaitez que nous poursuivions cet entretien, il faut que vous me parliez correctement. Et l'autre décidera de la posture qu'il souhaite adopter. Si le conflit se maintient, le stop doit vous permettre de créer un coup d'arrêt, de crier pour que les gens autour de vous vous entendent et de vous enfuir si c'est nécessaire. Comment réagir au danger ? En cas de danger imminent, si les tactiques de désescalade ne fonctionnent pas, alors la situation peut devenir dangereuse. Il faut impérativement ne pas avoir peur de s'éloigner à distance de sécurité, d'identifier les voies de fuite, se mettre en sûreté, hurler ou crier
pour attirer l'attention des autres, au secours, à l'aide, rendre compte lorsque l'on peut, code d'alerte verbale, par téléphone, si vous êtes policier municipal ou dans une entreprise, rendre compte est important. Faire un compte-rendu afin que votre autorité, votre hiérarchie sache ce qu'il vous arrive et où vous êtes, du type je suis, je vois, je fais, je suis en mesure de faire. Prévenir le niveau hiérarchique adéquat ou la cellule de crise lorsqu'il en existe une, et ne pas oublier de préciser sa position. Il y a beaucoup d'appels au 18 ou au 17 où les gens rapportent un accident et racontent ce qui se passe et raccrochent sans avoir donné leur position. Donc en fait, on ne sait pas où ils sont. En cas de violence imminente ou active, ne pas se mettre en situation de victime. Tenter d'utiliser l'interrupteur d'intention pour dire stop. Les prédateurs cherchent une victime. N'oubliez jamais cela. Un prédateur cherche une victime qui ne va pas résister. Si vous montrez un semblant de résistance, l'agresseur devrait, dans 9 cas sur 10, comprendre que vous n'êtes pas une victime et que vous ne vous laisserez pas faire, donc il ira chercher une faible proie sur laquelle reporter son agressivité, sa colère ou sa prédation. Se mettre à distance pour se protéger des coups. Ne pas oublier la proxémie et de se mettre en posture latérale pour se protéger avec ses épaules et ne pas mettre face à face l'ensemble de son corps et de ses organes vitaux. S'éloigner en adoptant une posture de soumission si besoin. Ne pas rentrer en logique de conflit. Si vous voyez que vous allez vous faire agresser et que la situation va devenir physiquement ingérable, plutôt que de vous confronter à une agression violente, vite s'éloigner en courbant la tête, comme un animal face au lion. S'enfuir à chaque fois que c'est possible et que le besoin se fait sentir. Crier pour sidérer l'adversaire et déclencher votre propre adrénaline. Quand on le peut, je recommande d'avoir un sifflet afin de signaler votre situation de détresse et de sidérer l'adversaire qui vous permet peut-être de gagner une seconde et de vous enfuir d'une situation de conflit ou d'agression. Et bien évidemment, ne pas oublier de rendre compte. Quels sont les signes précurseurs d'une agression imminente? L'agresseur potentiel, généralement, il va s'approcher de vous. La victime, elle, va rester statique. L'agresseur, souvent, bouge assez nerveusement, avec des gestes de réassurance, type se touche le nez, se touche la tête, se caresse les épaules, les bras. Il avance lentement mais sûrement. La victime, elle, peut être focalisée sur une tâche, sur son téléphone, en train de lire un livre à un arrêt de bus, et ne remarque pas forcément ce qui se passe autour d'elle. De même, elle se demande ce qui va lui arriver, et se sentant en confiance et pensant qu'elle ne risque rien, va avoir tendance à marquer des hésitations et ne pas oser se lever et s'enfuir ou à bouger. L'agresseur, lui, regarde avec des coupures visuelles dans 80% des cas. Il regarde l'agressé potentiel en étant focalisé sur lui. Il arrive de face. La victime, elle, reste de face dans 68% des cas. L'agresseur, dans 23% des cas, a les mains dissimulées dans le dos, dans ses poches, dans son sweatshirt, tandis que la victime, elle, a les bras ballants. Parfois, le simple fait d'une presque victime de monter les mains à hauteur de son torse pour être en mesure de protéger son visage ou de repousser quelqu'un qui va venir l'agresser, dans le métro, dans le bus, va permettre d'envoyer un message à l'agresseur qui, prédateur cherchant une proie facile et pas une proie qui résiste, va peut-être faire demi-tour. L'agresseur fait souvent aussi des gestes d'autocontact au niveau du visage. Et au moment où il va frapper, il retire un vêtement ou il remonte son pantalon. Les victimes, elles, dans 25% des cas, se retrouvent coincées sur un siège, coincées dans un recoin, coincées dans un distributeur automatique et ne peuvent pas s'enfuir. Les formateurs du RAID ont défini la méthode IRMA pour décrypter la posture de l'agresseur. Dans IRMA, vous avez le I qui signifie intrusion dans la distance intime et très soudaine, ou au contraire lente et fluide, pour endormir la vigilance de quelqu'un qui va rentrer dans votre sphère d'intimité. L'intrusion. Ensuite, le regard. Le regard est orienté, avec des coupures visuelles, regard porté sur un proche, complice ou comparse pour chercher de l'approbation, du soutien social. Il fait aussi, dans son regard, l'agresseur, une observation tactique pour organiser son action. Typiquement, les pickpockets dans un bus, dans un métro ou dans la rue, lorsqu'ils ont identifié une proie, vont chercher avec le regard ces points de soutien et à organiser l'agression tactique de leur action. Dans IRMA, le M correspond aux mains.
les mains sont dissimulées pour cacher l'intention, dans le dos, dans les poches. Plus les bras sont hauts et agités, plus la personne signifie qu'elle est prête à en découdre. Le A est l'autocontact. Des gestes d'autocontact permettent d'évacuer les tensions et de gérer une émotion. La main vient couvrir la bouche, le nez, le menton, le cou ou la nuque. Ces gestes d'autocontact sont des signaux extrêmement puissants de passage à l'acte d'agression. Les formateurs du RAID, eux, décryptent la victime avec l'acronyme FISC, F-I-S-C. La victime est focalisée sur une action qui enlève toute conscience dans l'environnement immédiat, typiquement le téléphone portable et TikTok. La victime est immobile. Elle est une personne qui n'est pas en mouvement ou qui hésite à bouger. C'est souvent la sidération des proies qui fait qu'elles sont ou qu'elles vont devenir victimes d'une agression. Et elle ne se préoccupe pas de la proxémie. Elle laisse les gens rentrer dans leur sphère d'intimité. Ensuite, le S détermine que la victime est statique, les bras ballants ou crispés, et coincée. Pour le C, elle se laisse facilement coincer dans un coin, contre un mur, dans un endroit où les échappatoires sont limités, voire inexistants. En cas d'urgence, lorsque vous allez être victime d'une agression et que vous sentez que l'agression est sur le point de se produire, vous devez visualiser la fuite, intercaler un obstacle et partir. Intercaler un obstacle, une chaise, une table, ou jeter quelque chose à la figure si vous avez un gobelet, un bouquet de fleurs. Évidemment, tout ceci n'est que de la théorie, il n'est pas toujours de mettre en application cette méthode VIP que le RAID propose lorsqu'ils font leur formation pour prévenir et anticiper la violence verbale ou physique. Voilà, écoutez, j'espère que ces 45 minutes vous auront intéressé. Je n'ai rien inventé, beaucoup de choses sont en ligne ou dans les manuels de prévention de la violence, et j'ai eu plaisir à vous retranscrire cette petite formation que j'avais mis en œuvre pour un client, et j'espère que cela vous aidera. N'hésitez pas à me faire des commentaires et des retours, et si vous avez besoin, je suis à votre disposition. Merci.